140 structures sont concernées par une première vague de l'audit de l'administration publique lancée par les autorités de la transition. L'audit concerne la présidence du Faso, la primature, 6 ministères, infrastructures, mines et carrières, finances, défense et sécurité, mais aussi le deuxième pouvoir, l'Assemblée nationale. C'est sur cette institution, le Parlement, que nous allons axer nos débats. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le débat parlementaire. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le tout premier numéro, enfin le premier numéro relooké de l'émission qui a fait sa mue et qui passe de 28 minutes à 52 minutes. Elle s'ouvre également aux citoyens et reçoit donc 3 invités dont un membre de la société civile, un spécialiste des questions qui ont trait donc au thème de l'émission en cours. Pour ce numéro donc, pour traiter de la bonne gouvernance des audits, cela s'entend, je reçois 2 députés de l'Assemblée législative de transition, Ali Batra Ouedraogo du groupe constitué politique et Aruna Louré du groupe constitué société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et le troisième invité, il est le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, Sagado Nakanabo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous 3 d'avoir répondu à notre invitation. Le premier moment de cette émission va s'articuler autour du lien entre audit et malgouvernance, de détournement de deniers publics et l'état des lieux de la corruption dans le pays. Ensuite, les enjeux de l'audit lancé par les autorités de la transition. Et enfin, l'audit de la gestion d'Alassane Bala Sakandé, puisque l'audit concernant l'Assemblée nationale couvre la période de 2018 à 2021, période où Alassane Bala Sakandé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, était au Pêchoir. Alors, il faut, avant de lancer le débat, préciser que l'objectif d'un audit des états financiers sous la forme d'un contrôle ordinaire est de renforcer le degré de confiance des parties prenantes dans les 10 États. Ce but est atteint lorsque l'auditeur exprime une opinion selon laquelle les états financiers ont été établis dans tous leurs aspects significatifs en conformité avec les prescriptions comptables applicables. L'auditeur ne procède pas à un audit judiciaire et on ne peut donc pas s'attendre à ce que l'organe de révision décède tous les cas de fraude. Cependant, si l'on s'en tient au propos du contrôleur général d'État de la SELC, qui répète à l'envi que ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais que, je le paraphrase, sa structure, la SELC, relève le fait infractionnel, documente et produit des rapports d'enquête préliminaire pour le procureur qui, au vu de la réglementation, est donc obligé de donner suite. Il est donc loisible de dire qu'il y aura une suite judiciaire, mais alors va-t-elle prospérer pour le cas d'espèce? On en débat dans le débat parlementaire. Tout d'abord, je m'adresse au secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national anti-corruption. Vous êtes à l'avant-garde de la lutte contre la corruption. Quelle est, selon vous, l'ampleur du phénomène dans le pays? Merci, Lassané. Je peux dire qu'au Burkina, la corruption a atteint des proportions inquiétantes. Pour étayer mes propos, allez-y. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, elle atteint toutes les couches de la population, tous les secteurs d'activité. Elle est sur la voie publique, dans les hôpitaux, au palais de justice, dans les marchés publics, dans les infrastructures, dans les mines, dans les écoles, partout. Elle est partout en fait. Voilà. La corruption, aujourd'hui, on ne peut pas se risquer de dire à tel secteur-là, là-bas, il n'y a pas la corruption. Donc, elle est banalisée. De ce point de vue, c'est quand même important. Okay. Et si on veut se référer à notre dernier rapport, okay, on peut dire que les enquêtés que nous avons sondés en 2020, sur 10 enquêtés, il y en a 9 qui estiment que la corruption est fréquente, okay, ou très fréquente au Burkina Faso, sur la base de la fréquentation des services. Est-ce que c'est nouveau, ce degré de corruption qui appuie sur rue? C'est le niveau qui est inquiétant parce que depuis 2016, comme nous faisons le rapport depuis 2016, c'est en constante progression. Et
on a constaté que si en 2016, 10 personnes sur 100 pensaient que la corruption progresse, en 2020, c'est passé à 42 sur 100. Ça fait en l'espace de 5 ans un augmentage de 30% de ce pourcentage-là. Ali Batra Ouedraogo, est-ce que vous avez le sentiment que la corruption va crescendo dans le pays? Oui, bon, je pense que c'est effectif de le dire ainsi parce que nous sommes tous dans ce pays et chaque jour que Dieu fait, nous sommes malheureusement obligés de constater que nous sommes dans un contexte de corruption endémique et systémique. Okay. C'est évident, le secrétaire l'a rappelé tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Nous sommes en face donc d'un cancer qui est en train de ronger la réalité, j'allais dire donc, de notre société. Et vous voyez que la corruption a cela donc de nocif, qu'elle mine et elle entrave le développement d'un pays. Et nous pensons que lorsqu'on se réfère donc à l'indice de perception sur la corruption au Burkina Faso, qui est de 42 points, c'est évident que nous sommes loin du compte. Et nous devons donc travailler, chacun à son niveau, pour pouvoir endiguer ce phénomène. J'ai apprécié donc le décor qui a été planté par le secrétaire de RENLAC, qui dit que, contrairement à ce que nos opinions tentent donc de nous faire croire, il a dit, et c'est vrai, la corruption se vit partout, dans tous les secteurs de la vie de la nation. Alors, si nous faisons un tel constat, nous devons inférer pour dire que la solution doit être recherchée partout, parce que tout le monde est concerné. Nous avons vu des conséquences assez dramatiques des faits de corruption dans ce pays. Pour des ponts qui ont été donc construits, ou des écoles qui ont été donc construites, et parce que les frais qui sont injectés dans ces écoles n'ont pas été effectivement utilisés à bon compte, ces écoles se sont donc écroulées sur des enfants burkinabés. Et c'est assez dramatique. Et je crois qu'il est grand temps pour nous de pouvoir poser clairement le diagnostic et sans fioriture penser ce mal. Il faut le penser. Et je crois même que la corruption aujourd'hui est devenue comme quelque chose de banal ou de normal. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, nous sommes dans notre société en train de mettre en exergue des contre-valeurs qui sont érigées ou étiquetées comme étant des valeurs positives qu'il faut promouvoir. Lesquelles? La course effrénée vers l'argent. Dans tous les domaines de la vie, la course effrénée vers l'argent est devenue aujourd'hui une valeur. Ce qui fait que, de nos jours, pour être quelqu'un d'important dans la société, il faut avoir de l'argent. Et tout le monde sait comment on fait pour avoir de l'argent. Il faut travailler à la sueur donc de son front. C'est pourquoi ceux qui sont adeptes de l'argent et qui croient au dieu argent ne ménagent aucun effort pour effectivement escamoter les procédures afin de pouvoir effectivement être riche. Et je crois que cette course effrénée vers la richesse qui effectivement ouvre la voie royale également à la corruption. Arnaud Loué, vous partagez ses opinions? De manière indéniable. Je partage ses opinions parce que le constat, il est fait quasiment au quotidien. Aussi bien en tant que citoyen, et quand on regarde tout ce qui est rapporté au quotidien, on s'en rend compte que la corruption est devenue un phénomène au Burkina Faso. Alors la question c'est, est-ce que c'est nouveau justement la corruption dans le pays? Enfin le niveau de corruption, ou est-ce que ça s'amplifie à cause des réseaux sociaux? Aujourd'hui on a comme l'impression que chaque jour voilà, on dénonce des cas de corruption. Est-ce que c'est, enfin, ça s'amplifie aujourd'hui ou est-ce que c'est le cas des facteurs peut-être exogènes? Du constat général, ça s'amplifie. Mais on peut dire aujourd'hui le simple fait que l'information circule vite, cela peut donner cette perception que ça s'amplifie. Mais si nous reculons un peu dans notre propre histoire, jusqu'à un certain moment, la corruption n'avait pas atteint ce niveau-là.
j'ai tendance à dire, quand le camarade capitaine Thomas Sankara nommait le Burkina Faso, la Haute-Volta, le Burkina Faso, la patrie des hommes intègres, c'est pas qu'il rêvait avoir des hommes intègres, mais parce que dans sa globalité, le Burkinabé, à l'époque, était un homme intègre. C'est après, des années après, pour pouvoir installer une politique qui veut se pérenniser et ne pas faire ce que le peuple attend, qu'on a immiscé la corruption dans la vie publique. D'abord au niveau des gouvernants, puis c'est devenu un cancer qui s'est propagé aujourd'hui à tous les niveaux de la société. Parce qu'ils l'ont si bien dit, on ne part pas dans un domaine aujourd'hui où on dira qu'il n'y a pas de corruption. Cela est un fait aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y en a plus? Je crois, mais peut-être que l'effet aussi de la communication derrière tout ça peut nous donner cette impression-là. Mais le constat aujourd'hui qu'on fait sur le terrain, partout, tous les citoyens burkinabés, c'est que nous avons une endémie de corruption qui nuit à l'évolution de notre nation. Monsieur Nakanabo, sur l'état de la corruption dans le pays, les dossiers de crimes économiques, vous êtes l'un des organes de la société civile qui milite justement pour qu'on éclaircisse très rapidement les dossiers de crimes économiques. Est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernants travaillent pour élucider les crimes économiques? L'impression, oui. Quelque chose est fait côté de la justice, des gouvernants? Il y a les pôles éco-filles qui ont été instaurés. Normalement, c'est pour attraper les crimes économiques. Mais les pôles éco-filles n'arrivent pas à bien fonctionner. Et pour vous donner une idée de la difficulté, le PNDS 1 avait visé que le Burkina Faso, dans sa note par Transparency International, le PNDS visait de passer de 40 sur 100 à 60 sur 100 de 2015 à 2020. Okay. Mais à 2020, on était encore à 40%. Après avoir transité 1 ou 2 années à 42, on est retombé. Mais le PNDS 2 n'a plus visé 60, mais s'est contenté maintenant de viser 45. C'est-à-dire, dans la conscience même des gouvernants, ils en sont arrivés à se convaincre qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas chercher la moyenne dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est faux, les élections, de volonté, les élections elles-mêmes, comme je vous ai dit qu'il y en a partout, les élections étaient marquées par la corruption électorale. Les élections de 2020 2020. Donc quand vous faites la corruption électorale, vous prenez le pouvoir d'une certaine manière et sans légitimité, parce que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, sinon vous n'aurez pas dû utiliser cet instrument-là. Si on ajoute les crimes économiques à ça, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer au sommet de l'État la vertu ou bien une gouvernance vertueuse. De ce point de vue-là, en tout cas, je pense que c'est vrai que la justice a ses faiblesses, parce que notre justice, calquée sur la justice française, ça suit des chemins que des fois, quand vous suivez, vous êtes égarés. Ah bon. Mais les pôles éco-filles, nous avons constaté déjà qu'on les a mis en place sans vouloir qu'ils réussissent. Parce que les juges qui y sont surchargés de tous les autres dossiers qu'ils auraient eu en d'autres temps. C'est-à-dire pour juger les voleurs de poulets, de chèvres, en même temps, alors qu'ils se sont spécialisés pour juger les crimes économiques. Nous avons fait plusieurs fois des suggestions. Et nous pensons qu'avec la nouvelle Assemblée, ça sera l'occasion peut-être de voir, pourquoi pas une loi pour éclaircir le rôle de ces pôles-là, pour qu'ils ne soient pas obligés d'être sous le poids des dossiers, je ne vais pas dire de menus frétins, mais en tout cas des petits dossiers. Des petits dossiers. Voilà, avec les dossiers des crimes économiques. Ali Badra Ouedraogo, quel est votre avis sur... parce que le RENLAC ne cesse de le répéter, les élections de 2020 ont été entachées de fraude électorale, beaucoup d'argent a circulé. Non, mais je crois qu'il ne faut pas limiter cette perception aux élections de 2020. Ça va être réducteur donc du phénomène que nous avons donc dit tout à l'heure que ce phénomène prend de l'ampleur et qu'il est même devenu endémique. Je pense qu'il faut aussi scruter les autres élections avant 2020. Okay. En réalité, les pratiques n'ont pas aussi varié que ça.
Voilà, c'est quoi? Que nous sommes dans un système démocratique, mais nous refusons effectivement de faire le jeu démocratique, en tenant compte bien sûr des principes démocratiques prescrits et des valeurs qui sous-tendent la démocratie, ça c'est un fait. Et nous sommes en train dangereusement donc de glisser de la démocratie vers une sorte de plutocratie où c'est l'argent qui consacre à l'avance les vainqueurs, ça c'est évident. Donc il y a un problème. Vous connaissez qu'il y a eu des fraudes? Non, mais vous savez qu'il y a des institutions, il y a quand même des institutions sérieuses dans ce pays qui travaillent dans ce domaine. Moi je prends le RENLAC, c'est pas parce que le secrétaire est là, j'ai lu donc leur dernier rapport, près de 300 plaintes, n'est-ce pas, voilà, de faits de corruption. Je crois que c'est quand même des structures sérieuses qui travaillent. Et je pense aussi qu'après les élections de 2020, il y a des rapports qui ont été donc produits par des structures indépendantes et qui disent cela. Donc nous ne sommes pas là pour excuser les politiques. Nous disons que restons sur ce postulat de départ que la corruption se vit dans tous les milieux, dans tous les secteurs de la vie de la nation. Mais je dis qu'il ne faut pas uniquement viser l'élection 2020 parce que c'est des pratiques qui ont la peau dure et qui ont toujours été implémentées bien avant 2020. Maintenant, je pense qu'il a parlé des structures de veille et qui sont mises en place pour pouvoir donc lutter, pas contre la corruption de façon définitive, mais pour que l'effet pervers quand même de la corruption soit réduit à sa simple expression. Je pense que c'est ça. Mais quand vous prenez... il a parlé des comités ECOFI par exemple, mais il n'y a pas de personnel au niveau donc, de ces comités. Et quand vous prenez également au niveau judiciaire, il n'y a pas un maillage judiciaire assez, j'allais dire, donc satisfaisant au niveau du pays qui permette effectivement de dégager des juges spécialisés dans ces questions et dont leur rôle, c'est de pouvoir effectivement s'occuper entièrement et exclusivement de ces phénomènes. Ceci étant, il y a des dossiers de corruption qui dorment dans les tiroirs. Pourtant, s'ils avaient été effectivement dépoussiérés et jugés, ça aurait pu avoir donc une plus-value certaine pour l'État. Donc, je pense qu'il faut que nous puissions nous dire que les instruments qui existent aujourd'hui ne permettent pas de prendre en charge le problème de façon satisfaisante. Et qu'il faut donc, comme il a dit, regarder dans l'ordonnancement juridique au niveau institutionnel comment on met en place effectivement un national juridico-légal qui permet de prendre donc ce problème avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'efficience. Venons-en au fait. Aruna Louré, est-ce que, enfin, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, cela s'entend, est-ce que vous y voyez une volonté de lutter contre la corruption, la malgouvernance, le détournement de deniers publics? Oui, nous pouvons dire que nous voyons une volonté. Parce qu'il faut savoir que la situation que nous vivons aujourd'hui, aussi bien la crise sécuritaire que tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont dus à cette malgouvernance qui perdure. Aujourd'hui, régler la question sécuritaire et ne pas régler la question de la malgouvernance, notamment cette corruption endémique, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir parce que nous allons retomber dans nos mêmes travers. Vous l'avez dit tantôt, depuis belle lurette, aujourd'hui quand on parle d'élections, c'est du clientélisme. Nous savons que les élections se gagnent avec de la corruption. Nous sommes dans un cercle vicieux. Parce que qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Le politique, le politicien, il se dit il me faut de l'argent pour être élu. Il vole de l'argent. Donc cela va de pair qu'on ne puisse pas avoir des institutions qui puissent fonctionner efficacement. Quand nous prenons la loi 082-2015 portant création de la LCE, c'est récemment qu'on a pris certains décrets d'application qui puissent permettre à la LCE de fonctionner. Nous aurions eu cette institution qui fonctionnait pérennement avec tout ce qu'il faut. Peut-être que nous aurions pu atténuer l'effet pervers de la corruption. C'est vrai, nous avons posé le diagnostic, la corruption se trouve dans tous les secteurs. Mais cette corruption est animée essentiellement par la grosse corruption de l'autorité politique. Parce qu'une autorité politique qui se mêle de tout ce qui est corruption, comment cette autorité peut lutter vertement contre la corruption? Donc, cela va de pair que celui qui est au bas de l'échelle se dit ceux qui sont en haut sont en train de voler. Et s'il n'est pas de bonne moralité, et s'il n'est pas assez fort, il se laisse prendre dans ce jeu-là. Maintenant, nous sommes dans une transition. L'objectif de la transition, c'est une mission qui est bien claire. Asseoir des institutions, c'est vrai, lutter contre la question, l'insécurité, résoudre ce problème-là. Mais concomitamment, c'est de mettre en place un système qui puisse perdurer de telle sorte que, comme on le dit, même si le diable lui-même est au pouvoir demain, qu'il ne puisse pas user de ces mécanismes de vol et de tout ce qu'on veut pour pouvoir perpétrer
Pour moi, c'est criminel la corruption. Ça fait sourire Sagado Nakanabo. Vous avez un avis là-dessus? Vous n'y croyez pas tellement? Non, mais je trouve l'expression bien forte que même si le diable, vous voyez, c'est-à-dire oui, un système bloquant qui pourrait permettre que n'importe qui arrivé au pouvoir soit obligé d'être exemplaire. Okay. C'est idéal quoi, mais... C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. C'est réaliste. Parce que le Burkina Faso n'est pas un pays hors monde. Nous sommes dans un système mondial où ailleurs ça marche très bien. Nous disons que nous voulons faire de la démocratie. Nous ne pouvons pas faire de la démocratie à peu près. Parce que je vois, souvent ça me gêne quand je vois certaines personnes qui s'offusquent des coups d'État ou bien des insurrections en Afrique. Mais ce que nous appelons démocratie n'est pas de la démocratie. C'est un système clientéliste basé purement et simplement sur de la corruption. Ah oui, on a posé, ils ont fait les rapports. Aujourd'hui, c'est celui qui a plus d'argent. Et ça, c'est gagné comment? C'est en volant toujours les deniers publics du peuple pour aller réinvestir ça dans le système électoral. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie en permettant cela et vouloir être périn. Et donc, on a vu l'exemple. On peut excuser le coup d'État par rapport à cette démocratie entre guillemets. Par rapport à cette démocratie entre guillemets, exactement. En 2015, on se rappelle tous ici qu'il y a eu un coup d'État. Le peuple a dit non. Pourquoi quelques années après, il y a un coup d'État et le peuple ne dit plus rien? C'est que fondamentalement, notre démocratie pose problème. Et je vais utiliser encore ce même terme. Aujourd'hui, le peuple africain n'a cure de qui gouverne. Tout ce que le peuple africain veut, c'est des gouvernants vertueux qui appliquent de la bonne gouvernance. Et pour dire cela, c'est que les gouvernants qui viendront, qui ne vont pas régler cette problématique de la malgouvernance, mais notamment de la corruption, on tombera toujours dans ces mêmes travers et on ne va jamais s'en sortir. Ali Badra, vous partagez son avis? Oui, bon, vous voyez, hein, les OSC, quand ils parlent toujours, c'est cette pique-là qu'ils aiment lancer sur les politiques. Moi, je dis de faire tout de suite la part des choses entre le politique et puis les politiciens. Parce que j'ai l'impression que on a cousu une camisole à la taille donc, du politica et on tente donc d'habiller tous les politiques avec. Je pense que c'est vrai, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je crois que dans ce pays également, il y a des politiques qui sont vertueux et qu'il faut respecter. Et qu'il faut peut-être, en tout cas, les mettre en exergue, en lumière et en faire des modèles. C'est important. Parce qu'on aime à le dire, hein, ce qui est chez les Moussis, on trouve ça chez les Peuls. C'est évident. Je pourrais dire pareil des OSC, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je crois qu'il est question de notre société. C'est un phénomène sociétal. Il faut que froidement, nous puissions nous regarder donc, dans la glace et nous dire que nous avons donc des efforts colossaux à faire pour nous en sortir et dire que c'est une question qui concerne tout le monde. Ça, c'est évident, parce qu'il est médecin de formation. Il sait également que dans les centres de formation, la corruption également a pion sur rue, puisqu'il y a certains... Il y aurait là un rapport détaillé sur il y a certains médecins aussi, dans le secteur de la santé qui sont spécialisés dans le vol des médicaments des patients pour revendre. Ça, c'est évident. Il dit bien certains, parce que nous avons de très bons médecins et respectables médecins également. Donc, c'est évident, parce que si un individu décide, n'est-ce pas, de se laisser aller à la corruption, ce n'est pas parce qu'il est politicien qu'il le fait. C'est parce que d'abord, c'est une volonté, c'est parce que d'abord, c'est une façon de faire, et il a opté pour ça. Donc je pense que le problème même, il faut rechercher les fondements dans notre subconscient. C'est un problème qui tend à devenir culturel, et il faut gagner le changement de mentalité pour faire comprendre aux Burkinabés que le bien public, le bien commun, c'est quelque chose qu'il faut respecter, et qu'on ne peut pas seul vouloir donc s'en approprier et jouir sans donc subir les conséquences. Donc moi je pense que c'est une éducation qu'on doit faire, et je pense même si notre société est dans cet état, pourquoi ne pas retourner un peu en arrière pour instaurer au niveau donc de nos centres de formation professionnels, dans les écoles, pour nos enfants, des curricula en lien avec effectivement des thématiques liées au refus de la corruption et l'intégrité. Ce sont des valeurs que nous pouvons enseigner à nos enfants pour espérer gagner le pari donc dans 20 ans, 30 ans, d'avoir quand même des hommes qui ressemblent au Burkinabé et au voltaïque, parce que je dis toujours que le Burkinabé d'aujourd'hui a trahi le voltaïque d'hier. C'est évident. Alors, je réponds pour la question qui a été posée à Aruna Lou. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités de la transition sont engagées résolument dans la lutte contre la corruption?
Non, en fait, je pense qu'il sera quand même démagogique hein, de pouvoir se lancer dans ces conjectures-là. Déjà, nous avons un problème assez essentiel dans ce pays. C'est même cette raison qui a été mise en avant pour légitimer le coup d'État, c'est la question sécuritaire. Sinon, sur le plan de la gestion et de la lutte contre la corruption, sincèrement, je ne vois aucun acte d'abord qui a été posé par les autorités actuelles. Donc, je ne me... Même pas les audits? Non, vous savez que les audits, ce n'est pas une création du MPSR. Je suis désolé. Parce que si vous vous référez au dernier discours du président Roch-Marc Christian Kaboré, il a parlé d'opération main propre. Ça aussi, il faut que les Burkinabés retombent sur les pieds, parce qu'on fait comme si les audits... Parce que vous savez, le problème ici, chez nous, actuellement, tout le monde est dans l'émotionnel. Je pense qu'il faut que l'on retombe sur nos deux pieds pour nous convaincre que les audits, ce n'est pas une création du MPSR. L'instruction a été donnée par le président du FASO, président de la transition. Je suis même pressé qu'on arrive à l'audition ou à l'audit de l'Assemblée, parce que j'ai tellement de choses à dire pour vous relever des incongruités monstrueuses. Mais ça, oui, on va y revenir. Mais déjà, je dis, tout ce que j'ai vu en termes de gouvernance dans le secteur donc, de l'administration publique, c'est que le MPSR est venu, il a sorti donc des cadres qui géraient les sociétés d'État, qui étaient peut-être des cadres donc, mis là par le MPP pour remplacer leurs hommes. C'est tout ce que j'ai vu. Donc les audits, ce n'est pas une création du MPSR du tout. Arnaud Loué, vous voulez répondre avant de donner la parole à M. Nakanabou? C'est pour juste rassurer mon ami Badra que non, quand je parle des politiciens, c'est pour dire la gestion étatique des politiques, et je pars souvent jusqu'en 91, c'est cet échec-là de la classe politique que je fais ressortir. Okay. Évidemment qu'on trouve des hommes politiques qui sont dignes, qui sont intègres. Et j'ai l'impression que quand on dit politicien, les gens voient ceux qui font de la politique dans un parti politique, forcément, dans le sens péjoratif. Sinon, ce que nous faisons, c'est de la politique. Parce que ce que nous défendons des questions de la gestion de la cité. C'est d'ordre politique. Si aujourd'hui, moi, je dis que je ne fais pas de la politique, ça me mentit à moi-même. Je ne suis peut-être pas inscrit dans un parti politique à proprement parler, mais ce que nous faisons, c'est hautement politique. Et pour un peu rebondir sur la question des audits... Vous êtes dans le lieu par excellence de la politique, l'Assemblée, enfin le Parlement, l'Assemblée législative de transition. Tout à fait. Vous voulez répondre à ce qu'il a dit avant de donner la parole à Aurel Lac? Oui, pour parler des audits, c'est vrai. Le président Roch-Marc Kaboré, à son temps, avait dit opération main propre. Mais nous avons vu que juste après encore, on a dit que non, ce n'était pas la question. On a vu l'entretien après avec les journalistes. Le même débat est venu. Vous avez dit opération main propre, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est vrai, les audits ne sont pas du fait du MPSR. Sans défendre le MPSR, je me dis, il y a presque 400 institutions qu'on va auditer avec une possibilité. La première vague concerne 140, bien entendu. Voilà, institutions qui vont être auditées. Donc, avec une possibilité qu'on puisse au moins dénicher. Il conviendrait avec nous également que non, la politisation de l'administration publique est un fait réel. Moi, j'ai des amis qui étaient placés quand on dit, ils disent que bon, on m'a dit si on doit me nommer, il faut que je prenne la carte du parti. Donc, aujourd'hui, on ne peut reprocher, je suis d'avis, on ne peut pas changer tout azimut, mais ce qu'on doit retenir, c'est que ce qu'on change, ceux qui reviennent, il faut savoir que non, ils ne sont pas là aussi pour faire comme ce que les autres faisaient. Et pour rebondir sur ce qu'ils disaient, il y a des cadres qui sont restés à leur poste. Il y a des cadres qui ont été reconduits à leur poste. C'est vrai que quand les nominations sortent, même ceux qui ont été reconduits, leur nom réapparaît, mais il y a des cadres qui ont été reconduits. Donc, sans défendre, oui, il y a notamment, je me rappelle très bien le SG par exemple. Oui, le SG par exemple du ministère de comment on appelle ça? Des infrastructures? Non, pas des infrastructures, je parle de la sécurité. Et le ministère de la Sécurité, le SG a été reconduit. Un monsieur qui, par son exemplarité, on pense que non, il a les capacités de faire le boulot. Donc, il a dit tantôt, il ne faut pas jeter l'eau et l'enfant. Quand le MPP est arrivé, ils ont changé l'essentiel des gens. Maintenant, ce que nous devons faire en tant que citoyens de ce pays, c'est de veiller à ce que ceux qui arrivent ne pensent pas qu'ils viennent à leur tour faire comme ce qui se passait. On l'a décrié tantôt. Monsieur Nakanabou, oui. Ouais. Vous pensez quoi justement des audits lancés par sur instruction, parce que la lettre envoyée justement au président de l'Assemblée nationale, c'est écrit noir sur blanc sur instruction du président du FASO, le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui. Donc c'est le MPSR qui a commandité justement l'opération d'audit dans les administrations et à l'Assemblée nationale. Mais
je trouve que c'est bien de faire les audits. Ok. Et il ne faut pas aussi regarder parce que c'est le MPSR qui a demandé et puis se mettre à douter. Pour moi, l'audit en tant que tel est une bonne chose et l'audit ne commence pas avec le MPSR. Ok. Je suis d'accord avec le député que ce n'est pas une création du MPSR. La preuve, c'est que c'est une pratique qui existe. Que par exemple, nous, au RELAC, nous pratiquons annuellement. Nous auditons annuellement notre situation. Parce que l'audit veut dire examiner minutieusement la situation. Tout à fait. Et d'essayer de déceler éventuellement les dysfonctionnements, analyser ces dysfonctionnements et faire des recommandations. De ce point de vue, ceux qui ont perdu le pouvoir ont intérêt à ce que ça soit audité, parce que plus tard, on ne pourra pas venir, si l'audit montre qu'il n'y a rien eu, on ne pourra plus venir les accuser. Si l'audit montre qu'il y a quelque chose, ils sont là encore pour se défendre, pour justifier, pour expliquer, et éventuellement même pour montrer qu'il n'en est rien. Donc, ils ne devraient pas se plaindre, et ceux qui viennent encore moins, parce que on veut leur... C'est comme si on veut balayer la maison pour qu'ils s'installent. Ils devraient pouvoir arriver dans une maison où ils connaissent, j'allais dire là où l'eau goutte, et là, les trous qu'il faut fermer, et tout ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Donc, nous, on ne se focalise pas sur le fait que c'est le MPC qui les a commandités, parce que déjà le 17 février, devant la commission technique, nous avons proposé la même chose. Ok. Donc, avant le MPSR. Donc, on ne va pas maintenant, parce que le MPSR a proposé, se mettre à reculer. 17 février de cette année? Oui, oui. Nous avons rencontré la commission qui siégeait à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour faire nos propositions et nous avons dit... L'élaboration de la charte. Voilà, nous avons dit qu'il est impératif d'auditer tous les services publics, y compris les services du ministère de la Défense et de la Sécurité. Cela aura-t-il le mérite de lutter contre la malgouvernance, de voir clair dans la gestion des fonds publics alloués? Il faut déjà analyser. Analyser. Il faut déjà examiner. Parce que dans cette analyse, on recherche les causes de la situation que nous vivons. Et nous espérons que les auditeurs seront des auditeurs indépendants, compétents et puis impartiaux. À partir du moment où ces conditions sont réunies, les audits ne sont pas des choses à craindre, bien au contraire, il faut les saluer. Alors, on va évoluer dans le débat et on précise que ce contrôle de l'audit portera sur la gouvernance, le contrôle des marchés publics, le contrôle du carburant et du lubrifiant, les frais de mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays, les frais de voyage, les comptes, les régies d'avance, les rétributions et les dons divers au bénéfice de certaines personnes. Et on va axer justement maintenant le débat sur l'Assemblée nationale puisqu'elle est concernée par l'audit commandé par le président de la transition et qui est opérationnalisé justement par l'SELC. Arnaud Louré, ces audits, c'est vrai que le contrôleur général d'État le répète, il ne concerne pas justement des individus, mais plutôt le processus, le système de contrôle interne, le dispositif de gestion des risques et à la gouvernance au sein des structures publiques. Vous pensez la même chose? Ces audits ne concernent pas spécifiquement des personnes? Non, je ne pense pas que ces audits concernent spécifiquement des personnes. Pour le cas d'espèce, pour l'Assemblée nationale? On dira pour l'armée, parce qu'on peut poser la question également. Donc pour moi, pour le cas de l'Assemblée nationale, comme pour le cas des ministères qui sont audités, ça ne concerne pas forcément quelqu'un. Et le SG du RENLAC vient de le dire. Pour moi, auditer, ça nous donne deux possibilités, ça nous donne deux avantages. Parce qu'au-delà de punir, parce que comme le dit le secrétaire et le contrôleur général d'État, après ça part chez le procureur, au-delà de punir les gens, il faut faire comprendre à ceux qui viennent d'arriver que non, vous n'allez pas gérer comme vous voulez et vous en sortir. Parce que ça a deux messages. Il n'y a pas d'impunité et on ne le fait pas. Donc, croire qu'aujourd'hui, les audits, c'est diriger contre quelqu'un, j'ai dit non. Et pour mémoire, dans le livre Burkindi pour une révolution nouvelle,
on propose qu'on nous dise 10 ans en arrière. Parce qu'on ne peut pas gérer les ressources d'un pays comme si c'est même son argent propre, on le gère avec parcimonie. On se rend compte qu'on ne peut pas gérer les biens de la famille comme si ce n'était rien. Et quand on gère les deniers publics, il faut s'attendre à tout moment qu'on puisse auditer cela. Et le SG l'a dit, ce n'est pas mauvais en soi. Parce qu'aujourd'hui, supposons qu'on audite et qu'il n'y a rien. Je prends encore l'exemple de Sangoulé Lampizala, qui a été jugé et qui a été blanchi. Après, il se bombe la poitrine. Il se dit, oui, j'ai été jugé, j'ai été blanchi. Aujourd'hui, si on audite et qu'il n'y a rien, mais ils sortent blanchis quasiment de tout ce qu'on peut leur reprocher. Mais si on n'audite pas et que quelques années après, on vient dire, il y avait ci, il y avait ça, comment on fait la différence entre cet amalgame-là? Si quelqu'un n'a rien à se reprocher, il n'a pas à s'inquiéter pour ça. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, eh bien encore, la personne pourra se défendre lorsqu'on dira, voici ce que nous avons trouvé. Et nous allons même au-delà de l'audit. Parce qu'on a dit tout à l'heure, l'audit, c'est la gestion financière qui ne va pas au plus profond de la question. Parce que si nous partons, on voit que non, la nomenclature a été respectée, c'est comme si le travail a été bien fait. Maintenant, nous savons comment on peut tricher en écriture pour certaines choses. Il faut aller au-delà. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernant comprenne qu'on ne peut gérer les deniers publics d'une nation dans l'impunité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans une situation actuelle où nous voyons que non, il y a pas mal de questions à régler et certaines personnes vont croire qu'ils ont cette possibilité de gérer les deniers publics sans rendre compte au peuple. Il faut que cela soit impossible dorénavant. Avant de vous donner la parole, je vais demander, enfin, il n'y a pas de prescription dans les questions de gouvernance. Peut-être que vous allez répondre à la question. Il a relevé, on pouvait même auditer jusque les 10 dernières années passées, et même plus. Vous en pensez quoi? L'audit, tout dépend des objectifs de celui qui a commandité. Et en tout cas, pour les populations, plus loin on ira derrière, mieux cela vaudra. Parce qu'en fait, la perversion des mœurs dont parlait le député tout à l'heure, c'est pratiquement le début de la 4e République. C'est comme si c'était un système qu'on a moulé en mettant en avant le rôle de l'argent dans la politique. Et on a réussi au bout de 3 décennies, sinon un peu plus, à faire en sorte que toutes les valeurs morales foutent le camp et on se retrouve avec une société sans repère, où l'exemplarité, où la vertu même est devenue un délit pour les gouvernants. Or, si les gouvernants ne peuvent pas présenter une exemplarité, on ne peut pas demander aux citoyens d'être correct. D'être correct. Alors, je prends pour vous la question que j'ai posée à Aruna Louré. Est-ce qu'il n'y a pas une question de personnes? Parce que quand on regarde, justement, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, la gestion couvre la période de 2018 à 2021, période à laquelle Alassane Bala Sakandé a été porté au péchoir. Oui, on pourrait même aller, et c'est 2 législatures, 2007e et 8e législature, on pourrait même aller... Le nécessaire est décédé. Okay. Peut-être que quelque chose peut expliquer l'autre. Les questions sont là. Mais en tout cas, moi je ne... La pratique même de l'audit ne peut pas être personnelle. Si les auditeurs... Parce que si c'est personnel, ça veut dire que les auditeurs ne vont pas faire correctement leur travail. Ce n'est pas des personnes... Est-ce qu'on ne peut pas vers ça, vers cela? Oui, c'est possible. Le donateur avant Bala Sakandé, il est décédé, vous l'avez rappelé, mais les questeurs sont là, puisque c'est la 7e législature qui a continué et la 8e. Mais bon, en tout cas... On va revenir à Ali Badra. Ali Badra. J'ai l'impression que, voilà, je ne suis pas loué à la bonne enseigne. Non, en fait, je veux que de façon très claire, parce que nous sommes en train de nous adresser à travers donc, votre chaîne au Burkinabé, nous devons avoir beaucoup de respect pour nos concitoyens. Personne ici n'a dit que l'audit en lui-même n'est pas une bonne chose. Voilà, parce qu'il n'y a pas de moment où donc, il y a la nécessité donc, de la redevabilité des gouvernants vis-à-vis donc, des gouvernés. Personne, aucun adepte donc, de la bonne gouvernance, la démocratie ne peut s'asseoir pour penser que l'audit est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais vous faites bien de poser la question, est-ce que les faits
et gestes, les actes que nous constatons dans le cadre de cet audit particulièrement, est-ce que c'est un audit impartial? C'est ça. Et moi, je veux aller sur la base d'éléments factuels pour qu'on se comprenne. Allez-y. Primo, vous avez bien dit que l'audit, en ce qui concerne donc l'Assemblée nationale, quand vous vous référez à la lettre en date du 25 mars 2022, le contrôleur général de l'ASE-LCE dit au président de l'ALT que sur instruction, je pèse bien le mot, sur instruction, donc du chef de l'État, il met en route cet audit. Pourtant, si vous vous référez à l'article 47 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'ASE-LCE, il est clairement stipulé que l'ASE-LCE ne peut recevoir d'instruction d'aucune autorité. Deuxièmement, regardez le système de nomination du contrôleur général. Quand bien même il passe par un appel à candidature, c'est in fine un décret pris en conseil de ministres qui le nomme. Rien que le conseil de ministres passé, il y a eu également des contrôleurs. Vous faites bien de relever l'article 47, mais la SE, nous on était à la conférence de presse, le contrôleur général d'État, Philippe Nion, est clair là-dessus, il peut recevoir mandat également du président du FASO. Je ne dis pas, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Okay. Nous autres, quand nous prenons l'Assemblée nationale, il faut que nous puissions tous travailler à crédibiliser nos institutions. Parce que plus nos institutions sont crédibles, mieux ça vaut pour nous tous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté derrière de travailler à décrédibiliser nos institutions. Ah bon? Mais bien sûr, quand vous regardez le principe immuable démocratique, c'est quoi? En termes donc de rapport entre les pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Et sur la base donc du sacro-saint principe de la séparation du pouvoir, il est évident que le président du FASO ne peut pas donner instruction à l'ASE-LCE de pouvoir connaître de la sincérité de la gestion des comptes de l'Assemblée. Parce que voyez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, avant que l'Assemblée s'installe, il y a une résolution qui est votée par rapport au règlement de l'Assemblée. Et à l'intérieur duquel règlement, il est précisé. Là, je vous renvoie à l'article 93 de la Constitution. Parce que quand on parle de la loi organique, qui organise le fonctionnement de l'ASE-LCE, c'est une loi organique qui ne peut en aucun cas, suivant donc la hiérarchie des normes, être supérieure à une constitution. L'article 43 de la Constitution dit quoi? Que l'Assemblée nationale a l'autonomie de gestion financière. Et que le président de l'Assemblée nationale gère les crédits alloués à l'institution et rend compte à l'Assemblée nationale. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a un mécanisme interne de contrôle. Et ce dossier est confié à la CONFIB, dans laquelle CONFIB se retrouvent tous les députés de toutes les sensibilités. C'est quand le contrôle interne est défaillant que là, on a recours à quoi? Pas à la SE-LCE, s'il vous plaît, mais à la Cour des comptes, mais là également pour certifier les comptes. Donc, je pense qu'il faut que pour un débat aussi sérieux que ça, nous puissions descendre de notre piédestal pour apprécier les choses. Et quand nous parlons... On parle également de fonds publics, s'il vous plaît, de crédits publics alloués justement à une institution. Oui, mais le pouvoir judiciaire, il y a des fonds publics qui sont alloués au pouvoir judiciaire. Ce contrôle, je pense que cet audit va concerner également le pouvoir judiciaire. Je continue, parce que c'est important que nous puissions apprécier les faits. Quand vous regardez, pour mémoire, il y a une jurisprudence en la matière. Le 29 septembre 2019, à l'occasion de la mise en place de la commission constitutionnelle, dirigée à l'époque par M. Ali Ouedraogo, il y a eu des débats houleux par rapport donc à la volonté sous le CNT de contrôler le CNT en son temps. Qu'est-ce qui a été dit? M. Ali Ouedraogo a produit un rapport. Et dans le rapport, il est dit que, de même, à la fin de la transition politique, il y a eu une longue controverse relative au contrôle des comptes du CNT. Ni la SE-LCE, encore moins la Cour des comptes, n'avaient reconnu leur compétence pour effectuer un tel contrôle en raison du statut de pouvoir public constitutionnel du Parlement. Alors, on vous a écouté.
vous dites la SELC aujourd'hui n'a pas compétence pour auditer. Je n'ai pas terminé. Sur la base des textes légaux. Je pense que les gens ont parlé, laissez-moi parler. Pour la période ciblée, non, je ne veux pas qu'on prenne les enfants du bon Dieu pour des nez percés. S'il vous plaît. Allez-y. OK? Vous avez fait bien de le rappeler que même si on avait pris en compte la législature, la 7e législature a commencé en 2016. En 2016. Et elle a pris fin en 2020. Et pendant la 7e législature, il y a eu le président Feu Salifou Diallo. Aujourd'hui, on dit non, qu'il n'est plus, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas joué l'Assemblée seul. Il y a des caisseurs qui sont vivants. Il y a des présidents de commissions confib qui sont vivants. Et même après son décès, M. Benoît Sankara a assuré l'intérim jusqu'à ce que, en 2018, Alassane Bala Sakandé vienne au perchoir. Pourquoi circonscrire l'audit à cette période 2018-2021? Donc nous disons sans embâge que si nous mettons bout à bout les faits et les actes, nous pouvons dire qu'effectivement c'est un audit qui vise un individu. Audit partisan, il a relevé, la SE n'a pas compétence pour auditer l'Assemblée nationale. Le deuxième pouvoir, vous en dites quoi? Non, vous êtes député à l'ALT, on le précise encore pour les téléspectateurs. On peut discuter des normes juridiques. Il a tantôt précisé que le règlement précise. Et la loi, c'est une loi organique qui met en place la SE-LCE, qui mandate la SE-LCE à pouvoir auditer, à s'auto-saisir de n'importe quelle question. Le règlement de l'Assemblée, quoi qu'on dise qu'à valeur d'une loi, est différente de la loi organique en question. Et l'article de la Constitution, l'article 93, qui dit que l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie financière, c'est ce qu'on dit pour nos hôpitaux également. Nos hôpitaux jouissent d'une autonomie de gestion financière. Ça ne veut pas dire que ces hôpitaux sont au-dessus d'une autre réglementation. Non. Aujourd'hui, faire croire qu'une institution au Burkina Faso peut fonctionner, s'auto-contrôler, sans la possibilité qu'une autre institution puisse veiller sur ça. Même quand on parle de la séparation des pouvoirs, les pouvoirs sont séparés, mais les pouvoirs ont un mécanisme d'autocontrôle l'un sur l'autre, de telle sorte que personne ne puisse abuser de la loi. Pour que le système judiciaire puisse fonctionner, il faut que le législateur aille voter. Ces systèmes, c'est vrai, il y a des autonomies, chacun gère de son côté, mais il y a un mécanisme qui fait que personne ne peut se croire au-dessus des autres. Maintenant, si on veut... De la Cour des comptes, oui, le rapport qui est envoyé à la Cour des comptes... Non, puisque le rapport qui est envoyé à la Cour des comptes et le travail de la SE-LCE, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi ces deux institutions existent et sont complémentaires. Parce que... Comme on le dit, la Cour des comptes, c'est vraiment venir voir la norme de l'exécution de la chose, sans vraiment rentrer dans des détails. Aujourd'hui, on est en train de tendre de telle sorte que la SE-LCE a un pouvoir juridique, de telle sorte que, comme on le dit, comme la police judiciaire, puisqu'ils ont de la police judiciaire qui les accompagne dans tout ce qui est les OPJ, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Maintenant, si on veut réduire le débat de l'audit de l'Assemblée législative de la transition à la personne de Bala, pour moi, c'est juste chercher des poux sur des crânes rasés. Si M. Bala Sakandé n'a rien à se reprocher, on fait les audits et on passe à autre chose. Maintenant, il va terminer. Allez-y, il va terminer. Voilà. Si on veut réduire le débat à ce niveau, pour moi, c'est une fuite en avant qu'on audite. Maintenant, qu'on dise que pourquoi on a choisi la période, je suis d'avis, c'est curieux, pourquoi on a choisi que la période dont il a été... Ça, on peut poser la question à l'autorité. Je peux combler sa curiosité. Parce que quand je parle de cabale orientée et dirigée contre un individu, suivez un peu mon regard. Je convoque l'histoire et c'est récent. Voyez-vous, quand le coup d'État est intervenu, vous avez été témoin de certains relais. Et nous qui sommes sur la scène pendant plus d'une vingtaine d'années, on sait qui est qui. Des relais qui tendaient à dire qu'on a découvert chez Alassane Bala Sakandé 17 véhicules. Bon, pour un Burkinabé qui est moyennement intelligent, moi je connais la cour d'Alassane Bala Sakandé. On peut déparquer 17 véhicules dedans. Cabale. Je continue. Lorsque M. Alassane Bala Sakandé a fait une simple conférence de presse pour demander l'élargissement du président Kaboré, qui est embrigadé, il s'est retrouvé à la gendarmerie. Pendant ce temps, il y a des politiciens qui se pavanent à l'intérieur du pays, qui organisent donc des congrès et des
assemblées générales sans pour autant être inquiétés, à coup de renforts sécuritaires et de biais sonnants. Ah bon? Mais bien sûr. Donc, je pense qu'il faudrait que... C'est que mon collègue député dit. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est l'idéalisme. Moi, je pars sur la base de la réalité des faits. Aujourd'hui, quand on regarde, il est indéniable que cet audit-là, tel qu'il a été commandité, est une cabale contre un individu. Mais je dis, le risque que l'on court, c'est quoi? C'est qu'on fasse croire aux Burkinabés qu'en réalité, nous sommes sur la bonne voie et qu'on arrive à un moment où c'est coincé, on se rend compte qu'on crée un précédent très grave. Moi, je pense... Et ce précédent, c'est quoi? Ce précédent, c'est de penser que... Je vais vous faire rappeler qu'un fait historique, depuis 1958, date à laquelle le Burkina a commencé à nouer avec donc les institutions de type législatif, il n'y a jamais eu de contrôle sur les différentes chambres. Je ne sais pas s'il ne faut pas saluer... Non, je viens. Donc ça veut dire que ce que moi je dis, je pars sur la base de ce que nous avons aujourd'hui comme arsenal juridique. Ça peut être donc des défaillances, mais que l'on travaille à calibrer d'abord ces textes. Sinon, sur la base des textes que nous avons, je pense qu'effectivement, et c'est anticonstitutionnel que la SE-LCE, qui est un embryon de l'exécutif, aille contrôler les comptes de l'Assemblée nationale. Sur le principe de la séparation des pouvoirs, c'est vrai qu'il a relevé des aspects juridiques. Sur le principe de... Est-ce que la SE-LCE, qui est un instrument aujourd'hui du pouvoir exécutif, sur le principe de séparation des pouvoirs, peut aujourd'hui auditer l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle a compétence aujourd'hui pour auditer le Parlement? Oui, selon moi, je n'ai pas, dans tout ce qu'il a cité, je n'ai pas vu les dispositions qui interdisent cet audit. Et j'ai l'impression qu'il y a des procès d'intention. Moi, ce que je connais de la méthode de fonctionnement de l'ASE, moi je ne pense pas que l'ASE peut être instrumentalisée par le gouvernement. Je ne pense pas, jusqu'à ce que le contraire ne soit produit. Parce que c'est une institution avec laquelle nous avons des relations de collaboration qui elle est jalouse de son indépendance. Même si elle n'a pas encore ses moyens aujourd'hui, parce que, bon, ces moyens-là sont délivrés par d'autres, qui fait qu'elle n'a pas assez d'auditeurs. Même quand les membres sont nommés par le gouvernement, elle est jalouse de son indépendance. Ah oui. Parce que, vous savez, il ne faut pas confondre le fait qu'on soit de l'administration et la dépendance. Parce que la dépendance, c'est aussi dans la tête. Si l'ASE, les contrôleurs ne viennent pas de nulle part, hein, ce sont des administrateurs, des agents publics qui compétissent et qui ont la promotion ou qui sont nommés là-bas. Il a évoqué tout de suite des nominations qui sont faites. Bon, en dehors de peut-être quelques-uns qui sont des régularisations, bon, c'est tous des gens qui étaient déjà là-bas. Bon. Donc tout de même, les comptes 2018, 2019, 2020 des législatures 7 et 8 ont été audités. Pour le délai qu'il évoque, peut-être qu'il y a une intention de nuire. Mais est-ce que c'est possible de nuire en auditant? C'est ça que je ne vois pas. Je ne vois pas comment, en examinant les comptes, pour voir les défaillances, le dysfonctionnement, et pour faire des recommandations, que ça soit perçu, que ça soit pour nuire. En fait, et que ça ne soit jamais... On ne me comprend pas. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur la SE-LCE ou de remettre en cause sa crédibilité ou son indépendance. Je suis en train de verser à la consommation de l'opinion des faits. Et moi, je veux que chacun de nous intègre ces faits-là. Et ce sont des faits qui tirent leur fondement de notre Constitution. Et je veux que les gens mettent bout à bout ces faits-là pour comprendre ce que je dis. Sinon, loin de moi de faire un procès d'intention. Parce que à quoi bon, pendant que le résultat même de l'audit, quand nous parlons là, nous ne sommes pas là pour défendre un individu. Nous sommes là pour défendre la justice et la légalité. Parce qu'aujourd'hui, plus nous faisons bloc pour défendre la justice et la légalité, chacun de nous peut être concerné un jour. Lorsqu'on dirige, on est appelé à rendre compte à un moment donné. Donc si nous parlons, c'est parce que les Burkinabés de bonne volonté
doivent se rendre compte qu'effectivement, nous ne devons pas baisser la garde pour que, de pas donc des audits qui sont commandités, qui sont nobles, on puisse passer par là pour effectivement faire une chasse aux sorcières. C'est un peu pour ça que j'attire l'attention de l'opinion, sinon je ne fais pas de procès d'intention. Est-ce qu'on pouvait une passe juridique très rapidement, parce que nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Au regard de ce qu'il a avancé, est-ce que ça peut prospérer ces audits au niveau de l'Assemblée nationale? Je crois que ça peut prospérer. Oui, oui, et ça doit prospérer. Et puis, à ma connaissance, sauf si je me trompe, mais l'ASE n'est pas sous la coupe d'une institution de l'exécutif, absolument pas. Maintenant, on peut dire qu'il y a des accointances, je ne dis pas non. C'est juste que lorsqu'on dépouille, il y a un décret qui est pris en Conseil de ministres. Sinon, ils ne sont pas rattachés à une institution de l'exécutif, non. Absolument pas. Et pour répondre franchement à la question, je pense qu'on ira au-delà de ça. Il faut aujourd'hui que ce message passe. Nous ne pouvons pas être... Je ne dis pas que forcément on va aller trouver quelque chose, mais il faut que toute personne qui est appelée à la gestion du bien public sache qu'il n'y aura pas d'impunité. Parce qu'il faut un moment qu'on s'arrête, on dit, on s'arrête, on part de nouveau. Le doyen l'a dit tantôt. Depuis 1991, on a l'impression que nous sommes dans un engrenage du système politique qui est fait de corruption d'argent, sans rendre vraiment compte. On ne peut pas continuer comme ça. Avant, on peut dire que les richesses étaient nombreuses, où les gens pouvaient se le partager. Aujourd'hui, les ressources sont limitées et il faut le gérer avec parcimonie. On fasse attention. Alors, très rapidement, 30 secondes. Moi, je suis député à l'ALT, comme mon collègue. Mais de vous à moi, si nous sommes dans le strict respect de sa clause un principe de la séparation des pouvoirs, c'est que l'ALT a subi, il n'y a pas longtemps, mais c'est une hérésie juridique. Ah bon? Que le président, n'est-ce pas, du façon, prenne un décret pour fixer les émoluments des parlementaires. Pendant ce temps, le rôle qui est dévolu à l'Assemblée, c'est de pouvoir, en plus de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Donc je dis, c'est un peu dans cette logique que nous sommes en train de partir. Il faut que nous fassions très attention pour ne pas laisser certains détails passer, parce que ça peut causer de précédents très graves et ça peut nous rattraper plus tard. Précédent très grave, le président de façon qui fixe par décret les émoluments. Je suis d'avis avec mon collègue Badra, parce que vous savez, il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a beaucoup d'insuffisances dans tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont précipitées. Le thème a été reversé sur la page Facebook de Burkina Info. Bien entendu, les internautes se sont prononcés en masse. Justement, la question qui revient, c'est pourquoi, enfin la question posée aux deux députés, peut-être que lui va répondre, pourquoi vous n'avez pas voulu des mandats gratuits? Parce que les députés ont voulu des salaires, des indemnités de session. Oui. Au fait, ça a été un long débat, aussi bien au sein de la population, c'est partagé. Mais moi, je pars du principe que aujourd'hui, le postulat qu'on doit mettre, quand j'ai quelque chose à confier à quelqu'un, je lui dis, voilà ce que je veux comme résultat et je lui mets les moyens qu'il faut à sa disposition. Okay. On peut partir du principe, il faut faire tout gratuit. Mais je dis, quand en 74 on faisait ça, on le disait tantôt, en 74, on est de Burkina Faso, dans sa composition, était une population très intègre. Aujourd'hui, vous allez prendre ça, si vous avez une entreprise, je suppose que vous avez une entreprise, et vous dites que non, comme les gens sont patriotes, ils vont aller faire le travail gratuitement. Donc, et on a tendance, pas de mandat gratuit. On a tendance à confondre le patriotisme et puis verser dans autre chose. On serait vraiment dans une situation autre qu'on aurait pu le comprendre, mais le mandat gratuit, je pense qu'on est plus dans la communication du populisme que vraiment à la recherche de vraies solutions. Même avis? Non, moi je ne parle pas, je ne réponds pas à cette question. Je suis désolé, moi je vais simplement dire aux Burkinabés de se lever et d'être donc des avant-gardistes par rapport donc au respect scrupuleux des règles de droit que nous nous sommes donc donnés. Parce que seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Sinon, nous courons le risque de glisser vers, donc, en tout cas, ce que moi j'appelle une hérésie judiciaire, ou bien donc vers une dictature qui ne dit pas son nom. Pendant ce temps, la Constitution du 2 juin 1991 a été donc réhabilitée et ni l'acte fondamental du MPSR, ni la charte de la transition ne donnent donc des dispositions contraires, contradictoires. Donc voilà, c'est évident. Sagado Nakanabo. En fait, très rapidement, il a dit quelque chose. Le président du façon qui fixe par décret les émoluments des députés. Mais avant ça, les salaires, les mandats ne sont pas gratuits. Avant ça, il a dit quelque chose que l'Assemblée contrôle l'action du gouvernement. Bien sûr. Pourtant, les pouvoirs sont séparés. La séparation des pouvoirs ne peut pas empêcher le contrôle. Je n'ai pas dit ça. C'est aussi constitutionnel, cela. Mais si... c'est constitutionnel.
Et si on repart dans la Constitution, effectivement, les rapports, et comment donc ils doivent définir les rapports entre les différentes institutions. Les institutions. Merci à Ali Badra Oudrago, merci à Sagado Nakanabo, merci également à Aouna Loué, merci d'être passé, des députés et un membre de la société civile, notamment le RENLAC, pour nous parler aujourd'hui de la bonne gouvernance et des audits lancés par les autorités de la transition. C'est la fin de le débat parlementaire. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.